Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Luc J. Vigneault qui nous présente son livre « Ces mots qui blessent ». À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet de Pierre, musique et santé mentale. Notre collaboratrice Véronique Bourbeau apporte sa chronique « La glande thyroïde et la santé mentale ». Bienvenue chez nous. Nous sommes Folie douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre. J'accueille maintenant mon invité, Luc J. Vigneault. Bonjour, Luc. Bonjour. Pour la première fois en studio ici, à l'émission. Ah oui? On s'est parlé quelques fois par téléphone. Tu es de la région de Québec, alors tu es dans notre studio aujourd'hui. On apprécie ta venue chez nous. Merci. Merci d'être là. Tu t'intéresses à la santé mentale depuis longtemps. On va parler tout à l'heure de ton plus récent livre qui s'intitule « Ces mots qui blessent ». Mais j'aimerais d'abord que parce que tu es un des ambassadeurs, en fait, de la santé mentale. Tu es une des personnes dans le vaste monde de la santé mentale au Québec, là, qui fait des actions, qui dit des choses, qui écrit des choses, qui essaie de démystifier, qui essaie de dédramatiser la question. Pourrais-tu me parler de ton parcours de vie en quelques minutes, quand même? Mon parcours de vie, ça a commencé avec l'intimidation, comme on va en parler un peu plus en détail avec Ces mots qui blessent, le livre. Ouais. J'ai été victime d'intimidation. Alors que tu étais à l'école primaire? À l'école primaire. Pendant 10 ans, un oncle qui m'a dit pour la première fois de trop innombrables fois « Salut lettre, maudit tes lettres! » Bon, il était sacré, là, mais il employait des mots d'église, toute la litanie des saints, comme on dit souvent. Ouais. Et finalement, ça a été comme un choc post-traumatique, pour parler le jargon de la santé mentale, un choc post-traumatique important. Et à chaque fois qu'il le répétait, parce qu'on habitait dans la même rue, lui et moi, un oncle, parent proche, chaque fois qu'il me croisait, c'était tout le temps « Salut lettre! » Puis il répétait inlassablement, quasiment au même rythme qu'un marteau-piqueur. J'exagère à peine, mais à peine. C'était constant, un feu nourri, soutenu, qui fait en sorte que c'était une série de micro-agressions pour apprendre la théorie de Patricia Degan, conférencière en santé mentale américaine, qui a le même diagnostic que moi et que mon homonyme d'ailleurs. Qui est quoi ton diagnostic, en fait? La schizophrénie. Ouais. Mais comme on dit mon homonyme, je suis une personne, pas une maladie. C'est ça, il y a le Luc Vigneault qu'on entend parler, mais il y a le Luc J. Vigneault. Vous êtes tous les deux des personnes qui s'impliquaient, puis c'est un drôle de hasard que vous êtes dans la même région, tu nous avais dit ça dans une entrevue, même région de Québec. Je pense que vous avez même des trucs communs là, au niveau de votre fratrie ou quelque chose comme ça. Oui, absolument, au-delà du nom. Et je tiens à spécifier qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des destins qui se croisent. Le mien a croisé celui de Luc, l'autre. Fait que c'est ça. Oui, mais peux-tu t'expliquer pourquoi ton oncle faisait ça? Parce que, tu sais, ça aide pas un jeune à être solide, à avoir confiance en lui. Tu sais, j'imagine que ça t'a affecté énormément. Puis ça venait de quelqu'un de parent de toi, là, à l'époque. Absolument. Et la théorie de Patricia Degan à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, c'était plutôt tabou dans ce temps-là. Si on recule la cassette dans les années 1970, la décennie 1970, c'était l'époque de mon école primaire. Et dans ce temps-là, on ne parlait pas aussi abondamment de la santé mentale qu'aujourd'hui, en 2024. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et du harcèlement non plus. Il y avait beaucoup de gens qui se faisaient harceler, puis qui se faisaient intimider, puis qui se faisaient... puis écoute, il y avait on était à l'âge de Pierre. Là, c'est ça, oui. Pas à l'âge de Pierre Jean-Jacques. Il n'y a pas de Pierre... Oui, effectivement, à l'âge de Pierre, pour pas dire l'époque des cavernes, ou bien avant la théorie du Big Bang. Ouais. Ça ne date pas d'hier. Okay. Mais quand as-tu... parce que dans le fond, un diagnostic de schizophrénie, ça peut arriver sans cette agression-là ou sans cette intimidation-là que tu as vécue là, quand tu étais plus jeune. Mais quand est-ce que ça a commencé à mal aller, disons? Est-ce que c'est dans la jeune... est-ce que c'est à un moment que tu étais jeune adulte ou à quel moment de ta vie que tu as eu le diagnostic d'abord? En fait, la schizophrénie, comme on la définissait à l'époque, et même en théâtre, on définit le métier d'acteur comme la schizophrénie contrôlée. Là, je cite Louis Stenon, un de mes professeurs de théâtre à l'Université Laval, qui est un de mes mentors. C'est de la schizophrénie contrôlée selon son concept, et on reprend à peu près le même pattern en santé mentale. Quelqu'un qui encaisse encore et encore et toujours,
Tu sais, la fameuse théorie des commotions cérébrales, là, au hockey, quand tu encaisses des coups à la tête, là, ouais, ben ce que j'appelle les boxeurs sur patins, les bagarreurs, qui est une fonction devenue une nécessité à cause d'un arbitrage erratique des matchs, qui fait en sorte qu'on règle ces iniquités à coups de poing sur la gueule, sur la margoulette. Mais, à force d'encaisser, ça, c'est un métier ingrat. Malgré que je peux avoir un dédain pour les habiletés athlétiques pour le sport du hockey qu'ont ces joueurs spécifiques-là, leur utilité ne les déprécie pas nécessairement, ne doit pas nécessairement les déprécier, dans le sens que ils ont leur utilité et ils se sacrifient leur corps pour l'équipe. Ouais. Et dans ce temps-là, à cette époque-là, on parlait plus de collectivité, on parlait plus d'esprit de corps, on parlait qu'il fallait sacrifier son individualité au sein d'une collectivité. Tu vois ce que je veux dire, là? Il n'y a pas le sport le plus individualiste, c'est le baseball. Le hockey, c'est beaucoup plus un sport d'équipe. Et le football, a priori aussi. C'est sûr. Et pour revenir plus concrètement en dehors du monde athlétique, on a un peu cette mentalité-là. On est des maniaques de hockey, on le sait, au Québec, au Canada. On est des maniaques de hockey. Et notre modus vivendi, notre mode de vie est un peu calqué, notre mentalité est un peu calquée sur le monde du hockey, sur le monde du sport. C'est pour ça que l'Ancien Compte a connu beaucoup de succès à l'époque, parce qu'on se reconnaissait à travers ces situations-là qui étaient évoquées par Régent Tremblay. Mais si on vient à toi, dans le fond, Luc, qui est devant nous, qui est devant moi ici, je suis toujours heureux de t'avoir, mais quand est-ce que ça a commencé à mal aller? Parce que tu as sûrement eu une période, tu m'as l'air bien aujourd'hui, tu as publié plusieurs ouvrages, on va parler du plus récent tantôt aussi, mais comment tu peux nous expliquer comment ça s'est mis en place, disons, tes problématiques au niveau de la santé mentale? Ben, j'ai gardé le silence pendant 10 ans, toutes ces années où est-ce que mon oncle m'a répété la fameuse phrase, qui était une mauvaise blague dans le fond, très mauvaise blague de très mauvais goût, et il me l'a répété même jusqu'au bord de sa tombe. OK? J'ai gardé le silence pendant 10 ans. J'ai eu beau garder le silence, façon de parler, j'ai eu beau m'époumoner à crier, à hurler aux gens d'arrêter ça, à mon oncle d'arrêter ça, et à mes camarades de classe qui emboîtaient le pas d'arrêter ça parce que ça démolissait mon estime de soi. J'ai eu beau m'époumoner à crier mon mal d'être, mais personne ne m'écoutait. Même personne ne m'entendait. Personne. Ce qui fait en sorte que j'ai gardé le silence pendant un autre 10 ans, donc un total de 20 ans de silence. Ça a commencé à l'âge de 5 ans, ce harcèlement, cette intimidation-là, cette forme d'intimidation-là. Ça a commencé à l'âge de 5 ans, et jusqu'à l'âge de 25 ans, ça a été une imprégnation, selon les méthodes de l'Actors Studio, pour faire un parallèle avec le théâtre, la fameuse schizophrénie contrôlée dont on parlait du métier d'acteur. Ça a été une inhibition, une imprégnation qui a fait en bout de ligne, un acting out, comme le principe des arts martiaux, qui consiste à être paisible, calme, et là, tout à coup, paf, le coup qui part, comme au karaté. Beaucoup d'accumulation, puis tout à coup, bang, il y a une explosion. Donc, aux alentours de 25 ans, ça... C'est ça, il y a eu une imprégnation, un acting out à 25 ans, 26 ans en fait. J'allais avoir 26 ans, je crois. Il y a eu cette tentative majeure de suicide. Avec une carabine de chasse retournée contre moi, de calibre 303 pour ne pas le nommer. Dans ce temps-là, il n'était pas question au fédéral du registre des armes à feu, même si 3 ans auparavant, il y a eu Polytechnique et qu'on commençait à peine à en parler. Et t'as failli y passer, finalement, tu t'es blessé de façon... t'as eu une séquelle, t'as un peu moins en moins à cause de ça. Effectivement. Mais suite à ça, au travers des années, j'imagine que ça t'a pris du mieux, puis je veux dire, t'as réussi à trouver un sens à ta vie. Oui. À quel moment t'as commencé à écrire, ou t'as commencé à faire... tu joues beaucoup avec les mots, d'ailleurs, t'as une culture qui est intéressante au niveau de jouer avec les mots, puis ça te donne une personnalité qui est toi, là. Mm-hmm. Mais à quel moment t'as commencé à écrire? Un peu comme Sol. Oui, un peu, non, effectivement, t'amènes des... Oui, il nous manque. Mais oui, j'ai commencé à écrire. J'écris depuis toujours. Oui. Je savais déjà écrire à l'âge de 3 ans. Je savais même lire les noms des rues sur les panneaux d'arrêt-stop. Tu étais déjà amateur, ou en tout cas aimant de l'écriture ou de la lecture ou du français, carrément. Exact. Mais ton premier livre, tu l'as publié à quel moment? Mon premier livre, c'était pas ces mots qui blessent, mais c'était « La droite veut me tuer ». Oui.
La droite d'une tuile, je l'ai auto-édité en 2020, en octobre 2020, en pleine pandémie. Ouais. Et, C'était un vieux rêve, j'imagine, de publier un livre. Un très vieux rêve, parce que ce manuscrit-là date de 2013. J'ai commencé à l'écrire en 2013. Okay. J'ai mis le point final l'année suivante. Et j'ai tenté de le faire publier par des maisons d'édition. On sait comment ça marche dans le domaine de l'édition, plusieurs lettres de refus, etc. Oui, il faut persévérer des fois. C'est ça, il faut persévérer. Mais encore, tu sais. Mais encore, quand on a le manuscrit, ben, excuse-moi l'anglicisme, on focus là-dessus, on se concentre là-dessus pour nourrir la flamme de l'espoir, même si elle est vacillante. Mm-hmm. Et ton plus récent livre qui s'intitule « Ces mots », MOTS, mais entre parenthèses, MAUX, qui blesse, relate un peu ça, l'intimidation. Tu sais, la couverture, d'ailleurs, on voit un jeune qui a l'air triste et un peu dévasté. Hein? Exact. Et puis, ce jeune-là, sans être un copier-coller, une copie conforme d'une vieille photo de moi à l'époque, c'est moi. Ça pourrait représenter qui t'étais. Dans le fond, j'imagine que c'est un peu ça, c'est un peu un cri du cœur de dire, écoute, ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, c'est peut-être comme ça que tu pourrais le présenter, j'imagine, ton livre, c'est un peu un récit. Hein? Oui, c'est même un hurlement du cœur, je te dirais. Ouais. Et je tiens à préciser une chose. On parlait de Luc Vigneault tantôt, l'autre. Ouais. Il y a plein de conférenciers, d'auteurs. J'en cite un, Richard Langlois. Ouais. Gilles Simard, un bon ami à moi aussi. Toute la gang de Québec qu'on appelle, d'auteurs en santé mentale, de conférenciers en santé mentale. Et j'en oublie peut-être d'autres. Je m'excuse auprès des autres. Là. Il y a aussi du côté féminin, Mireille Bédard ici à Montréal. Ouais. En Estrie, Joanne Lavoie pour les TPL, tout ça. On sait qu'on est des personnes, pas des maladies, mais c'est un peu choquant de parler de TPL. Mais on est plein d'auteurs qui essayent de démystifier, probablement, les problématiques à leur façon. Qui essaient de démystifier la santé mentale par le biais du développement personnel. Ouais. Luc fait du développement personnel, Richard en fait. Ouais. Gilles est un peu plus de fiction, mais plus ou moins déguisé. Joanne Lavoie fait sciemment du développement personnel. Et toi, la même chose? Moi, c'est un peu une histoire en même temps. Là, Moi, la même chose, c'est un peu dans la même veine que Gilles, mais je suis plus axé dans la fiction, à raconter des histoires. Comme par exemple, là, tout ça, ces mots qui blessent, je me suis servi de la fiction pour me mettre en scène, comme disait ma grande sœur, pour me mettre en scène. C'est un prétexte pour me mettre en scène, mais en même temps pour faire réfléchir de façon tangible le lectorat qui est intéressé à me lire. Il y a même des anciens amis de mon époque d'intimidation, de victimes d'intimidation, qui étaient intéressés à lire le livre. Il y en a même un qui l'a acheté le soir même. C'est excellent, c'est excellent. Luc, il reste très peu de temps, ça passe extrêmement vite, mais peux-tu nous rappeler le titre du livre, les éditions? Parce que si on cherche le titre du livre, on peut se le procurer via des sites connus, là. Donc, le titre? Oui, le titre, c'est « Ces mots qui blessent », MOTS et entre parenthèses MAUX. C'est aux éditions Enoya, ENOYA, N comme dans Nordique. Oui. On retourne à Québec. Oui, c'est ça. Et c'est aux éditions Enoya. Et c'est de toi, Luc J. Vigneault. C'est ça, exactement. On peut faire une recherche pour trouver ta page, pour avoir les nouvelles, que des fois, ça peut arriver que tu fais des déplacements. On peut taper les mots-clés dans la barre de recherche, j'allais dire Google, mais surtout Facebook, parce qu'on me trouve sur les réseaux sociaux. Luc J. Vigneault, roman et poésie. Puis on va trouver. Merci beaucoup, Luc. Facile. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être venu. C'est bien gentil de ta part. Et puis, bonne continuation et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. Nous sommes maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour, Pierre Laporte. Salut, Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, musique et santé mentale. Oui. On en a déjà parlé des effets de la musique sur la santé mentale. On a parlé... par le passé, on avait parlé déjà de la musicothérapie, mais aujourd'hui, c'est différent. Ce qui a accroché mon attention, c'était le titre de cet article que j'ai trouvé sur Internet. Ça s'appelle « Chanter son mal-être pour avancer ». C'est un article que j'ai pris sur le site ledevoir.com, un article écrit par Mme Amélie Revers, qui est journaliste. Alors, cette madame Amélie Revers nous dit « Le Devoir a réuni Elizabeth Powell du groupe Land of Talk, Emma Beko
et du duo Mayfly et M. Gus Engelhorn, tous des musiciens qui ont à cœur la santé mentale, lors d'une conversation où chacun a pris le temps d'exposer sa vision du sujet. Et quelle est la place accordée à leur santé mentale dans leur art? Comment en parler alors que l'industrie n'assume pas toujours une telle franchise? Quelles leçons tirer de leur engagement? Des interrogations qui ont toutes été abordées lors de cette discussion constructive et inclusive. Madame Elizabeth Powell nous dit « En 2022, nous prenions un risque en parlant publiquement de notre santé mentale, car à tout moment, nos propos peuvent être retournés contre nous. » Exprimer à travers son art ses états d'âme n'est pas un long fleuve tranquille. Au contraire, elle nous dit « Parce que j'ose, les conséquences sont réelles. Je sais que j'ai souvent perdu des opportunités de travail en n'étant pas programmé dans certains festivals. » nous explique l'artiste, qui en 20 ans de carrière n'a constaté qu'une infime libération de la parole dans l'industrie de la musique que très récemment, dans les dernières années. Et moi, j'étais sous l'impression, Yvan, que ça avait progressé plus que ça, parce que les artistes parlent plus, que je trouve par le passé, de leurs difficultés. Il y a eu des... Ça dépend peut-être des fois du statut. Tu sais, les gens qui sont assez bien placés dans le monde de la musique, de la chanson. Là. Des fois, peut-être, eux peuvent peut-être se permettre plus. Ça dépend de choses de son statut un peu d'artiste. Tu sais. Les gens que tu nous nommais, bon, c'est des gens peut-être moins connus. Là. Peut-être que ça passe moins. Ça doit jouer. Là. Alors, Mme Elizabeth Powell se souvient, par exemple, qu'à l'époque, le suicide de Kurt Cobain intéressait les médias plus pour l'étiquette sensationnaliste qu'ils n'ont pas hésité à lui apposer que pour l'état de santé mentale du chanteur et guitariste de Nirvana. Un paradoxe qui perdure donc, puisque les musiciens sont généralement acclamés pour leur sensibilité et leur mise à nu émotionnelle. Madame Powell nous dit « Cela en dit beaucoup sur ce que le milieu attend de nous. On nous demande d'être transparents, mais lorsqu'il est temps de parler de la façon dont nous nous débrouillons au quotidien, personne ne veut rien savoir et nous devrions avoir honte de notre état mental et même le cacher. » Lors de la promotion de son EP avec le groupe Land of Talk qui s'appelait Calming Night Partner en 2021, Elizabeth Powell s'est d'ailleurs vue prier d'édulcorer sa déclaration au sujet de la santé mentale. Elle nous dit « Leave Life Alone » est une chanson qui aborde clairement mon expérience des idées suicidaires, mais on a voulu que je sois plus vague parce que cela pouvait sembler décourageant. C'est exactement ce que je ne veux pas faire. Je veux pouvoir en parler et ne pas avoir peur. Si nous sommes bombardés des campagnes commerciales de sensibilisation à la santé mentale, il faut aussi qu'en tant qu'artistes, nous puissions être libres de notre parole sans craindre la censure. Issus de la génération suivante, Charlie Kunz et Emma Cochran du duo Mayfly, ainsi que la rappeuse Emma Beko, partagent avec Elizabeth Powell la même volonté instinctive d'écrire sur la santé mentale. Emma Cochran s'étonne de constater à quel point l'extrême solitude engendrée par les troubles de santé mentale touche autant de personnes de nos jours. Elle nous dit, dans l'industrie, on a parfois l'impression que moins on en dit, mieux c'est, notamment en ce qui concerne le suicide, fait-elle à son tour remarquer. Malgré que je te dirais, entre parenthèses, que c'est vrai que quand on arrive au suicide, là, c'est vrai que ça peut être dur. Et ça reste toujours délicat, parce qu'on dit comment on va faire pour ne pas donner nécessairement le goût à des gens qui étaient sur le bord de vouloir se suicider. C'est ça aussi, c'est d'en parler, mais il faut que ça soit dosé. Oui, c'est délicat. Sans se censurer, mais il y a quand même... Il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Alors, Emma Beko nous dit, dans le monde dans lequel on vit, c'est normal d'être malade et de souffrir. Elle-même qui est atteinte d'anxiété. Avoir des problèmes de santé mentale nous isole. Alors, dès que j'ai la chance d'en parler, je le fais. C'est lourd, mais ça fait partie de moi et la musique me permet de m'en délivrer. Elle aussi regrette que certains aient aujourd'hui encore honte de se livrer sur ces troubles. Comme il n'y a pas d'unique manière de transposer les problèmes de santé mentale en musique, l'auteur-compositeur-interprète basé à Québec, Gus Engelhorn, dont ce thème est récurrent au fil des compositions, est fasciné
par la démarche en ce sens de Daniel Johnston, Frank Black et du cinéaste David Lynch. Il nous dit « C'est clair que quelque chose ne va pas bien chez eux. À la différence d'artistes plus directs, comme Elliott Smith, ils le font d'une façon détournée, étrange et confuse, mais tellement belle. Pour lui, l'extériorisation de ses émotions et des questions existentielles qui l'habitent, aussi difficiles soient-elles, passe par le mystère. Selon Elizabeth Powell, se solidariser autour des histoires de santé mentale et de l'intime permet une guérison individuelle et collective. Elle nous dit « Nous cherchons tous une connexion et à embrasser nos émotions. » Toutes mes chansons nomment la déprime et cette vulnérabilité qui nous rassemble avec le public lors des concerts. On va poursuivre à l'Espresso allongé, le même sujet. Merci Pierre pour ça. À venir dans l'émission, Véronique Bourbeau est des nôtres, sa chronique « La glande thyroïde et la santé mentale ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Musique et santé mentale ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs. C'est avec plaisir que j'accueille Véronique Bourbeau. Bonjour Véronique. Bonjour Yvan. Toujours un plaisir de t'avoir à l'émission, toi spécialiste en fait de la santé, parce que tu es naturopathe agréée puis herboriste clinicienne. Tu es cofondatrice aussi de la plateforme éducative Ma Santé, Mes Hormones, dont on donnera l'adresse web un petit peu plus tard. Ça informe les gens sur plein de choses sur la santé. Puis sur sur l'équilibre hormonal. Oui, sur l'équilibre et puis pour mieux vivre justement, puis plus sereinement. Aujourd'hui, tu nous parles de la glande thyroïde qu'on entend souvent parler et la santé mentale. Il y a un lien entre les deux. Ah oui, c'est intimement relié. Tu nous en apprends de chronique en chronique, alors c'est intéressant de t'écouter. C'est bien. Donc effectivement, aujourd'hui, je vous parle de glande thyroïde et de santé mentale. Les hormones sont des grands, et toutes les hormones, toutes les hormones sont des grands régulateurs de santé, mais parmi celles-ci, une des plus influentes est de loin la glande thyroïde. Pourquoi? Parce qu'en fait, la thyroïde, c'est elle qui permet d'optimiser toutes les cellules, les activités de toutes nos cellules du corps humain. Donc, c'est la thyroïde. Ouais, oui, c'est situé où, la glande thyroïde? C'est au milieu du cou. OK. Derrière notre... Pomme d'Adam. Derrière la pomme d'Adam, donc exactement. À peu près au centre du cou. Au-dessus, oui, exactement. Okay, oui. OK. Donc, c'est la thyroïde qui détermine la vitesse avec laquelle s'effectue l'ensemble des processus qu'on va dire biochimiques dans l'organisme. Et déjà en 1914, il y a un très grand endocrinologue belge du nom de Dr Eugène Hertog qui affirmait en 1914 que sans le stimulus thyroïdien, aucune cellule, quelle qu'elle soit, ne peut atteindre sa perfection morphologique et la perfection nécessaire au bon travail, tant musculaire, nerveux, conjonctif, glandulaire ou osseux. Et donc, on parle de santé nerveuse, donc pour avoir un système nerveux et une santé mentale optimale, on requiert bien sûr une participation thyroïdienne optimale. La thyroïde contrôle le métabolisme. Ça veut dire que si la glande s'accélère, c'est le chef d'orchestre, c'est elle qui donne le rythme. Et donc, si la glande s'accélère, tous les systèmes de mon corps seront en mode super performance ou hyper métabolisme. Et si au contraire la glande thyroïde ralentit, je me retrouve en hypométabolisme qui se traduit par un ralentissement global de tous mes systèmes. Et donc, il existe une relation intime entre le cerveau et les hormones thyroïdiennes. Le cerveau utilise les hormones thyroïdiennes différemment de tous les autres systèmes du corps. En fait, le cerveau, c'est l'endroit où va se concentrer le plus grand nombre de récepteurs pour la T3,
Et la T3, c'est la forme d'hormone thyroïdienne qui est dite active. C'est elle, la T3, qui détermine notre niveau d'énergie et d'activation de nos cellules. Et ça a toujours été, dans le fond, la glande thyroïde a toujours eu ce rôle-là, en fait. Absolument, elle n'a pas changé. C'est comme, non, mais c'est comme c'est majeur, là, dans le corps. C'est majeur et c'est central, en fait. Elle est située dans notre, près de notre cerveau, en fait. Puis, exactement. Hein? Ouais. Les concentrations élevées de récepteurs de T3 se trouvent dans différentes régions du cerveau, dont l'amygdale. Ouais. L'amygdale, c'est ce qui va réguler le comportement, hein, la peur, entre autres, les émotions, mais aussi dans l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire. Ça signifie que ma thyroïde va influencer directement le rendement et les activités cérébrales de ces deux régions-là. Ouais. Hein? Par exemple, lors d'hypothyroïdie, hein, qui est de loin, disons, la condition la plus fréquente de dysfonction thyroïdienne, bien, j'ai une insuffisance d'activation de mon tissu nerveux, parce qu'il requiert de la T3 pour le faire. Et ça se traduit par différents symptômes. Je vais avoir des symptômes cognitifs, des symptômes neurologiques, puis des symptômes psychiatriques et affectifs. Dans les symptômes plus cognitifs, on parle de capacité d'attention limitée, un déficit d'attention, perte de mémoire, des oublis, de la démence, une fatigue mentale, du brouillard cérébral, un ralentissement psychomoteur. Au niveau des symptômes plus neurologiques de l'hypothyroïdie, on note les fourmillements, les picotements, des engourdissements, des troubles de coordination. On peut expérimenter des vertiges, des acouphènes, une diminution des réflexes. Il peut y avoir aussi des changements de perception qui peuvent se développer avec des altérations du goût, de l'audition ou de la vision. Et je peux avoir aussi, bien sûr, des symptômes qui sont plus de l'ordre psychiatrique ou affectif. Il y a une relation entre l'hypothyroïdie et la schizophrénie. Ah oui? Oui, avec la psychose aussi, l'instabilité émotionnelle, la tension nerveuse, l'irritabilité, la nervosité, la dépression et la bipolarité. Je vais en reparler davantage. Il peut y avoir des délires, des hallucinations qui peuvent également survenir à mesure que la dysfonction thyroïdienne évolue. Donc, on parle de dépression et de thyroïde. On évoque dans la littérature scientifique une relation proportionnelle entre la production de T3, donc mon hormone thyroïdienne active, et la synthèse de sérotonine. Et on affirme que les niveaux de sérotonine sont réduits dans les états d'hypothyroïdie, comme quoi ils sont intimement reliés. La dépression, c'est probablement la principale maladie affective qui est décrite chez les personnes hypothyroïdiennes. C'est pas toujours associé, mais il y a plusieurs personnes dépressives qui présentent des preuves cliniques d'une perturbation de la thyroïde. Là, dans une étude, on parle de jusqu'à 50% des sujets bipolaires qui présentent des anticorps à la thyroïde, donc qui affectent la fonction thyroïdienne, versus de 5 à 10% dans la population générale. Donc, la problématique aurait amené la glande thyroïde à c'est l'œuf ou la poule, je te dirais, Yvan, parce que l'hypothyroïdie, par le manque d'activation au niveau du tissu cérébral, peut induire facilement une dépression. Okay. Mais la dépression, par manque de sérotonine, peut affecter le rendement thyroïdien. Okay. Effectivement, ça peut aller dans les deux sens. Ouais. Là. C'est la même chose au niveau de l'anxiété, ça peut se faire de façon bidirectionnelle. Okay. Les risques, ce qu'on sait, c'est que les risques de développer des symptômes de dépression clinique seraient de 3,3 fois plus élevés chez les patients diagnostiqués avec une hypothyroïdie que chez les individus en bonne santé. Et il y a d'autres recherches aussi portées chez des personnes qui souffrent donc de dépression majeure et de bipolarité qui indiquent que l'hypothyroïdie peut rendre ces personnes-là moins sensibles au traitement pharmacologique. Fait que c'est important d'adresser la thyroïde, là, peu importe on est où dans le développement de la dépression, par exemple. Est-ce que ça donne des symptômes physiques reconnaissables? L'hypothyroïdie? Mais oui. Comme la thyroïde, Yvan, donne la vitesse des activités de toutes nos cellules, bien, la première chose qu'on va ressentir, c'est de la grande fatigue. Okay. Avec une fatigue physique, mais une fatigue mentale. Il va y avoir souvent un ralentissement du métabolisme. Si on parle d'hypothyroïdie, parce qu'il peut y avoir de l'hyperthyroïdie, mais une hypothyroïdie, c'est que tu tombes en hypo-rendement. Fait que tes muscles sont moins performants, ta digestion est moins performante, l'élimination intestinale est moins performante, la digestion, le sommeil, la croissance des
cheveux, entre autres, la protection de la peau, le système immunitaire. Donc, il n'y a pas de petit raccoin où la thyroïde n'a pas d'influence. OK, c'est quand même majeur. C'est majeur. Ouais. Ça change une vie. Ouais. Avoir un problème de thyroïde, effectivement. Un si petit organe, je ne sais pas si on peut l'appeler organe ou partie du corps qui une glande, un organe, une glande, oui, mais en fait, c'est notre plus grande glande endocrine, même si elle est quand même grande, là, mais oui, effectivement, c'est la plus grande de toutes, là, mais c'est de loin la plus influente, là. Mais toutes les hormones ils ont toute une interrelation, c'est une communauté tissée serrée que j'aime bien nommer. On doit s'occuper de tout le monde. Oui, c'est ça. Être inclusif avec tout le monde. Il faut être inclusif. C'est ça. Parfait. Donc, quand je parlais justement de rendre les gens moins sensibles au traitement d'antidépresseurs, il y a des études intéressantes qui ont été portées sur la bipolarité et on a des preuves remarquables de l'efficacité d'utiliser des hormones thyroïdiennes comme agents thérapeutiques. Et en fait, dans ces études, il y en a différentes études, là, mais dans ces études-là, en fait, souvent, la clientèle, les usagers étaient largement plus satisfaits au niveau de leurs symptômes que de l'usage des antidépresseurs classiques, là. Et donc, il y a une forte... en fait, il y a une étude fort intéressante, ça fait plusieurs années qu'elle a été publiée, là, c'était en 2009, mais elle est toujours d'actualité, qui était portée sur 125 sujets bipolaires qui avaient été traités au préalable avec 14 produits pharmaceutiques divers, donc dans le coffre là, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antipsychotiques, et pour lesquels la réponse thérapeutique est insatisfaisante. Et on a eu cette idée-là d'emmener un soutien thyroïdien, puis l'amélioration de ces personnes a été remarquable. On parle de 84% d'amélioration, et il y a eu 33% de ces personnes-là qui ont connu une rémission complète de la bipolarité puis de la dépression sévère et majeure, là. Donc, c'est pas anodin du tout, là. Ouais. Donc, il y a aussi l'anxiété. C'est une relation dans les deux sens, comme je nommais tantôt, hein. On prétend qu'environ 60% des personnes anxieuses pourrait aussi avoir une hypothyroïdie, pour avoir une hypothyroïdie non diagnostiquée, que 30% des personnes hypothyroïdiennes auraient aussi une affectation au niveau là, de la sensibilité à l'anxiété. On peut aussi parler de la démence, de la maladie d'Alzheimer. Souvent, si le déclin cognitif est dû à une déficience thyroïdienne, ça c'est encourageant. On mentionne que stabiliser la fonction thyroïdienne est l'une des rares interventions qui permet de renverser le déclin cognitif. Donc, c'est vraiment pas banal, hein? La thyroïde assure des fonctions cérébrales donc optimales. Ça protège mes neurones, ça protège les fibres nerveuses. La thyroïde, elle va s'opposer au développement et la progression de différentes maladies neurodégénératives. Donc, oui, pour maladie d'Alzheimer, mais ça inclut aussi le Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose en plaques aussi. Donc, association entre insuffisance thyroïdienne et les présentations psychiatriques ne sont pas rares, hein, et sont souvent négligées en tant que cause de changements comportementaux, affectifs ou cognitifs. Et donc, il y a plusieurs études publiées au cours des dernières années qui soulignent la pertinence donc d'inclure un bilan thyroïdien complet dans toutes les situations où la santé nerveuse et mentale sont affectées. Et quand on parle d'un bilan thyroïdien complet ou exhaustif, là, ça doit inclure différents paramètres. Puis même, ce qui est particulier, c'est que même parfois, les gens vont avoir un bilan thyroïdien et le bilan thyroïdien revient avec des valeurs, dans les valeurs de référence, mais il faut que le professionnel de la santé continue de se questionner quand même, parce qu'il y a beaucoup d'hypothyroïdie qu'on va dire subclinique, hein, parce qu'en fait, ce qui se passe dans le sang, quand on fait une prise de sang, ne se transpose pas nécessairement au niveau cellulaire dans les tissus. Donc, il faut toujours se fier aux symptômes, à ce qu'on appelle le bilan clinique. Quel genre de professionnel, parce que quelqu'un qui nous écoute puis qui a certaines problématiques en santé mentale voudrait avoir un bilan un peu plus complet, santé, pour voir un peu les influences, mais en même temps pour être capable de donner l'information à la personne qui la suit. C'est sûr que tout ce qui est attrait à des bilans cliniques, là, ça, c'est un acte réservé là, au corps médical. Donc, il faut en parler à son médecin. Si vous êtes accompagné par un naturopathe, par exemple, le naturopathe peut proposer des tests complémentaires, mais c'est pas du tout le mandat du naturopathe d'émettre un diagnostic, mais ça permet de compléter la recherche et de trouver des fois, par exemple, on peut faire une analyse des cofacteurs qui sont essentiels à la thyroïde. Ça permet d'optimiser, disons, ou d'accompagner la prise en charge médicale de façon plus personnalisée. OK. Oui.
Il reste quelques secondes, encore une fois, mais c'est toujours intéressant, tes sujets. On parle de glande thyroïde, puis il y a certainement beaucoup à dire encore sur le sujet. On pourrait faire une partie 2, sûrement. Partie 2, partie 3, partie 8. Les gens qui veulent savoir plus sur ta plateforme, qui donne un peu d'informations en rapport avec les hormones, donc masantémesormones.com, une plateforme relativement récente qui a été lancée en 2023. Oui, exactement, au printemps 2023, avec ma collègue et partenaire Dr. Lynn Desautels, qui est une sommité au niveau de l'accompagnement en hormonothérapie, donc une médecin de famille, et nous avons lancé cette plateforme-là dans un but, en fait, d'approche intégrative. Parce qu'en fait, les hormones, c'est bien, mais il faut voir dans quel contexte on met des hormones ou dans quel contexte on vit un changement hormonal. Et c'est là où l'apport de la naturopathie par des saines habitudes de vie complète le travail, l'expertise médicale. On va inviter les gens à aller voir ça. Ou aussi ton site sur la clinique intégrative, donc cliniqueintégrative.com. Oui. Merci beaucoup, Véronique Bourbeau. C'est toujours un plaisir. Alors, à la prochaine chronique. À la prochaine. Au revoir. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. De retour au micro avec le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, musique et santé mentale. Oui, et je vous lis un article que j'ai trouvé sur Internet, comme à mon habitude, qui s'appelle « Chanter son mal-être ». Pour avancer, j'ai pris ça sur le site ledevoir.com. Et c'est écrit par une dame du nom de Amélie Revers, qui est journaliste. Alors, je poursuis ma lecture. Selon Elizabeth Powell, qui est du groupe Land of Talk, elle nous dit « La musique est là pour contrer le stigmate qui rend la dépression insupportable et qui peut parfois mener au suicide. Preuve en est avec le morceau « It's OK » paru en 2008 sur l'album « Some Are Lakes » qu'Emma Beko cite en référence, presque comme un hymne salvateur face aux épreuves de la vie et qui ne l'a jamais quitté depuis la première écoute. Elizabeth Powell nous dit « Cette chanson appartient désormais à tout le monde. Je l'ai écrite il y a une vingtaine d'années pour me consoler lorsque j'étais brisé et les gens continuent de m'en parler car elle résonne en eux. » En serait-il de même avec Crazy de Emma Beko? Elle nous dit « Quand le public la chante avec moi, je sens que nous sommes tous plus forts ensemble, nous dit la rappeuse. Il n'y a pas de meilleur sentiment que de savoir que notre musique fait du bien. » C'est ça qui est assez magique. Dans le fond, l'auteur, la personne qui interprète, ça va lui faire du bien. Puis le public l'écoute, c'est quand même, bien. Hein. Ah, c'est merveilleux écrire des chansons, chanter des chansons. Il y a Emma Cochran qui nous dit « Nous voulons que ceux qui nous écoutent sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Faire de la musique une thérapie est donc l'une des missions que s'est donnée le groupe Mayfly, qui croit au pouvoir de l'entraide pour surmonter les traumatismes. Charlie Kuntz nous dit « Peut-être avons-nous tous besoin de parler de ce qui ne va pas et faire de la musique et de l'art en général. C'est un soutien inconditionnel. » Et de son côté, M. Gus Engelhorn, un Québécois, poursuit dans son approche distincte, mais tout aussi efficace, teintée d'humour, avec la pièce « Oh Well, Unwell », qui était parue en 2022. Il nous dit « Je relate dans cette chanson mes propres expériences et celles de mon petit frère autiste lorsqu'il était hospitalisé. Et il n'espère qu'une chose, dire aux gens que tout peut un jour aller mieux. » Elizabeth Powell nous dit que c'est sans doute l'incarnation de ce lumineux renouveau que décrit Gus Engelhorn dans sa musique. Après avoir mis sa carrière sur pause à cause d'un épuisement et de harcèlement sexuel, l'artiste savoure ce retour sur le devant de la scène et nous dit « Je suis revenu avec beaucoup de reconnaissance, d'abord pour ma musique et mon public et enfin pour essayer de briser ce tabou qui entoure la santé mentale. » Ouais. Ça se termine ainsi. C'est vraiment, effectivement, c'est un tabou, c'est certain. Puis c'est spécialement au niveau des gens qui font de la musique, qui produisent de la musique, c'est des artistes. On dit souvent que les artistes sont plus près de leurs émotions, en fait. Exactement, oui. Alors maintenant, je vais vous lire un court article, un deuxième article, qui s'appelle « Le saviez-vous, la musique influencerait notre rythme cardiaque. » Cette fois, c'est dans un autre champ de la musique, si tu veux. Alors, j'ai pris ça sur le site jack.canalplus.com. On nous dit, en fait, c'est la conclusion d'une étude présentée sur la plateforme de la European Society of Cardiology, donc la Société européenne de cardiologie.
En fonction de la personne, une même musique peut accélérer ou diminuer le rythme cardiaque. Ça, on le savait déjà un peu, que la musique lente, la musique qui est lente va ralentir le rythme cardiaque à la longue, et le contraire, mais ça va augmenter notre rythme cardiaque. On savait à l'époque aussi, tu sais, les beats per minute, ça, tu sais, entre autres, du disco est à peu près au même rythme que le cœur qui danse. Donc, dans le fond, c'est ça, depuis longtemps, on le sait. Alors, il y a Madame Hélène Chu, ça s'écrit C-H-E-W. Madame Hélène Chu nous dit, en jouant le même morceau de musique à deux personnes, leur cœur peut réagir très différemment. Voilà en résumé la conclusion d'une étude menée par plusieurs chercheurs et professeurs. Donc, Mme Chu, qui est chercheuse au Centre national de recherche scientifique en France et qui est membre de l'équipe pour cette étude, il s'agit d'une première étape pour développer, selon ses dires, des prescriptions musicales personnalisées pour les maladies courantes ou pour aider les gens à rester alertes ou détendus. Les chercheurs ont constaté qu'une musique apaisante pour une personne ne le sera pas pour une autre. Pour arriver à cette conclusion, l'équipe a analysé comment le cœur récupère en fonction de son battement. Madame Chu nous dit la fréquence cardiaque affecte ce temps de récupération. En gardant cette constante, nous pourrions évaluer les changements électriques dans le cœur en fonction de la réponse émotionnelle à la musique. Monsieur Pierre Lambiaz du University College de London nous dit chez certaines personnes, les troubles de rythme cardiaque menaçants peuvent être déclenchés par le stress. En utilisant la musique, nous pouvons étudier comment le stress ou la légère tension induite par la musique modifie cette période de récupération. En arrivant à comprendre comment le cœur réagit aux variations musicales, ils seront en mesure de prescrire certaines musiques pour avoir l'effet souhaité sur la personne qui écoute. Alors, il nous dit, on pourra réduire la pression artérielle ou réduire le risque de troubles du rythme cardiaque sans les effets secondaires des médicaments. Ce serait plus intéressant d'avoir comme prescription une liste de lecture, par exemple, de certaines chansons. Peut-être que ça prend un bon Walkman, tu sais, peut-être avec des bons écouteurs. Oui, c'est ça, pour vraiment... Alors ça, c'était l'opinion du professeur Lambiaz. Alors, pour terminer, on nous dit l'étude a été réalisée sur seulement 3 patients munis d'un pacemaker et atteints d'insuffisance cardiaque. Si Mme Hélène Chu réalise que ce nombre est bien petit, l'équipe dit avoir récolté énormément de données et attend encore les résultats pour d'autres patients. Mais les premiers retours sont positifs et pourront à terme aider à soigner certaines personnes avec la musique. Ben, excellent. Merci beaucoup pour ce sujet. Musique et santé mentale, on voit que ça fait beaucoup de bien, la musique. Il faudrait s'en occuper encore plus. Merci pour ça. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, merci beaucoup Pierre pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue mon cher. Merci également pour ton sujet que tu as abordé à l'espresso et à l'espresso allongé, musique et santé mentale. La musique sert à beaucoup de choses, à guérir ou à prévenir, alors c'est toujours intéressant. Ouais. Notre invité en début d'émission, Luc J. Vigneault, nous a présenté son livre « Ces mots qui blessent ». Et notre collaboratrice Véronique Bourbeau nous a apporté sa chronique « La glande thyroïde et la santé mentale ». C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.